Chers camarades du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, dans la rubrique J'ai quelqu'un à vous présenter, vous avez apprécié de faire la connaissance de Nicolas la dernière fois et ses travaux sur la géopolitique de la Suisse. Et voilà, c'est mon penchant pour les jeunes auteurs. Hein, voilà, ne vous inquiétez pas, en tout bien, tout honneur. Ce n'est pas un penchant macronien. Sur. J'espère. Non, non, ne t'inquiète pas. Nous ne sommes pas rencontrés dans un cadre scolaire, toi et moi. Donc, voilà. Donc, je voulais vous présenter les recherches que nous avons le plaisir d'éditer de Maxime, qui vient de sortir chez nous. La couverture va apparaître à côté de moi et le lien pour vous le procurer pour lire la quatrième de couve sera en description. Un ouvrage qui est issu de sa thèse et qui est préfacé par son ancien directeur, qui n'est autre que Jacques Sapir, que vous connaissez tous si vous êtes au Cercle Aristote. Sinon, pour ceux qui cherchaient le fil de TPMP, vous vous êtes gouré et vous n'êtes pas au bon endroit. Et si vous êtes Rudi Reichstadt, vous n'êtes pas non plus au bon endroit. Donc voilà. C'est comptable, banquier et marchand, une autre histoire du capitalisme, donc qui est une recherche en sciences économiques et en histoire économique sur comment la comptabilité, la monnaie de crédit ont à la fois été l'expansion et le début de la crise du capitalisme tel que nous le... Alors, est-ce que nous la connaissons, est-ce que nous la connaîtrons, etc. Tout ça, ce sera dans l'échange. Mais d'abord, j'aimerais, cher Maxime, que tu nous présentes, tu as une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que tu voudras, que tu nous présentes l'objet de ta recherche, que tu nous présentes tes conclusions, pour qu'on puisse ensuite les discuter, en tout cas les présenter à notre public. Ok. Eh bien, écoute, bonjour Pierre-Yves. Merci déjà pour cette émission et puis pour éditer ma thèse, ce qui me fait très plaisir et Merci. ce qui n'est pas toujours facile de nos jours. Donc voilà, merci. Euh, alors ma thèse, donc effectivement, bah, tu l'as bien présentée. Elle porte, c'est une thèse donc d'économie qui a été dirigée par Jacques Sapir et qui parle en fait des origines du capitalisme avec une approche, un éclairage un peu nouveau, je l'espère, qui consiste à donc mieux voir le rôle qu'a joué la comptabilité et l'invention de ce qu'on appelle la comptabilité en partie double dans l'émergence de ce capitalisme. Donc c'est quelque chose qui se passe en fait autour du XIIIe, XIVe siècle, en Italie, dans le nord de l'Italie, les grandes cités-États italiennes, alors que ce soit Gênes, Florence, Pise, Venise également. Et bon, ça c'est quelque chose qui est connu des historiens, qui est aussi connu des historiens de la banque en particulier. C'est l'émergence, le perfectionnement à cette époque en fait de la technique de la comptabilité. Voilà. Ça c'est quelque chose qui est très bien documenté en fait, hein, notamment dans les archives des marchands banquiers italiens de Florence et de Prato. Par exemple, Datini, qui est un de ces célèbres marchands, a laissé toute sa comptabilité de l'époque. Il était marchand à Prato et puis il est devenu banquier d'une façon extrêmement significative et intéressante. Donc on peut retracer dans le détail toute l'évolution de la comptabilité de ces marchands. Et ce qu'on sait et ce qu'on voit, c'est que cette comptabilité s'est perfectionnée et est en fait devenue un système de type moderne. Et c'est la comptabilité qu'ils mettent en place au XIVe siècle en Italie, c'est pour l'essentiel la même structure logique, la même comptabilité qu'on utilise encore aujourd'hui dans les entreprises, dans les banques, partout sur la planète. Elle a eu un succès fou, en fait, cette comptabilité, non seulement en Italie, mais partout dans le monde, du fait de son efficacité. Et donc, moi, je pars de... Donc ça, ce fait-là est connu. Et il a été particulièrement bien démontré par un économiste français, qui est très connu lui aussi, pas pour ses recherches, c'est Jean Fourastier. Donc Jean Fourastier
avant d'être un économiste après la Seconde Guerre mondiale, a été un comptable. Il a eu une formation de comptabilité et il a joué un grand rôle dans le développement et l'amélioration, le perfectionnement de la comptabilité française avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a participé à l'élaboration du plan comptable général, qui était donc en fait une production du régime de Vichy, hein, à l'origine. Fourastier n'était pas impliqué dans la politique de Vichy, mais c'était un haut fonctionnaire qui, en tant que haut fonctionnaire, a participé en termes techniques à cette élaboration. Et ce plan comptable général en France a été repris à l'issue de la Seconde Guerre mondiale par donc la France libre, en fait, hein, pour en faire le nouveau plan comptable général de la France, qui ensuite s'est maintenu jusqu'à nos jours. Bon, il a été précisé, amendé, mais enfin, la structure logique a toujours été la même, et ça, c'est en grande partie la création de Jean Fourastier. Donc, euh, Jean Fourastier, qui par ailleurs a eu un comportement plutôt exemplaire hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est important de le préciser, il a jamais eu le moindre mot en faveur du régime ni de Vichy ni du nazisme, et il a même à titre personnel, comme il l'a bien montré après-guerre, protégé une grande partie de ses étudiants qui étaient en difficulté, en particulier des étudiants juifs. Mais bon, voilà, tout ça, c'est important parce que ça s'inscrit dans un contexte historique. Et donc, Fourastier avait cette carrière de comptable. Il avait une grande connaissance théorique et il a fait des recherches personnelles, historiques, sur les origines de cette comptabilité en Italie. Et il a présenté le résultat de ses recherches dans un document, hein, en fait, qu'il a fait publier aux éditions Que sais-je. Vous savez, c'est ces petits livres synthétiques qui résument un problème, mais en fait, dans un Que sais-je sur la comptabilité, il a présenté des découvertes parfaitement originales. Et je montre dans ma thèse que, effectivement, non seulement ces résultats sont justes, mais ils sont extrêmement intéressants en termes historiques. Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un vrai changement conceptuel à cette époque dans l'élaboration de la comptabilité en partie double, sous la pression des exigences commerciales que subissaient les marchands en Italie, mais aussi dans un environnement culturel qui était propre à l'Italie de cette période, c'est-à-dire un pays globalement très en avance sur les autres, qui connaissait déjà une forme de pré-renaissance. Euh, bon, tout ça est bien résumé, si vous voulez, pour se rendre compte un peu de l'état d'esprit de l'époque, c'est l'époque de Dante en Italie. Donc, quand on lit Dante, la Divine Comédie, ce qui est toujours très intéressant, voit la culture de Dante, qui connaît déjà les auteurs antiques, qui connaît aussi les auteurs arabes. Hein, il cite Averroès, euh, Avicenne, etc. Et il a déjà une connaissance considérable de toute l'Antiquité. Et il met un très haut niveau intellectuel, que ce soit Aristote, les Grecs, les Romains. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour parler de l'état d'esprit du temps, et qui était à cette période déjà un état intellectuellement avancé et qui sortait déjà un peu du Moyen Âge. Et dans ce contexte, les grandes familles de marchands italiens ont commencé à donner, ça c'est les historiens qui le montrent bien, une éducation laïcisée, une éducation intellectuelle, tout en étant très croyants, et c'est encore très croyants, mais ils étaient dans un état d'esprit qu'on peut qualifier de moderne et scientifique. Et ils ont commencé, donc, pour des raisons commerciales, pour adopter une technique plus rationnelle, plus efficace, à améliorer la comptabilité et à créer la comptabilité moderne qu'on appelle la comptabilité en partie double. Voilà. Donc ça, c'est une première partie de mes recherches. Alors, ils l'ont fait aussi pour des questions pour se conformer. C'est aussi ce qu'on peut voir dans l'histoire, pour se conformer aux principes de l'Église catholique sur l'interdiction du prêt à intérêt. Souvent, cette interdiction est perçue comme un élément, comment dirais-je, gênant pour le développement économique. On a tendance à comparer en disant que l'état d'esprit protestant permettait un meilleur développement du sens des affaires, ce qui n'est pas complètement faux à certains égards. Mais il faut bien voir une chose, c'est que c'est dans le monde catholique, au cœur du monde catholique, c'est-à-dire en Italie, que le capitalisme est véritablement né, et pour répondre aux interdictions très strictes et précises des docteurs de l'Église sur le prêt à intérêt.
en fait, pour contourner cette interdiction et pour pouvoir continuer à pratiquer le commerce, les marchands italiens ont développé une technique comptable nouvelle et supérieure à celle qui existait auparavant. Donc, voilà, ça c'est pour donner un peu le contexte de ce qui s'est passé à ce moment-là. Les historiens savent que le capitalisme démarre à ce moment-là, hein. C'est quelque chose que beaucoup d'historiens ont reconnu, que ce soit Fernand Braudel, bien sûr, Jacques Le Goff, Jacques Hertz, je ne sais pas si je pense bien, enfin, bon, beaucoup d'historiens français, parce que l'école des annales s'est beaucoup intéressée à cette question en particulier, mais pas que, pas seulement en France. Et voilà, le capitalisme démarre à cette époque et il est tout à fait intéressant de constater que la comptabilité elle-même démarre à cette époque véritablement. Donc moi, je montre, il y a un lien évidemment entre les deux, mais je ne suis pas le seul à le montrer. Raymond de Rover, notamment, qui était un grand historien de la banque, un historien belge, francophone, mais qui a euh, fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, qui a écrit la plupart de ses œuvres en anglais, a montré de façon très précise, très documentée, que donc l'interdiction du prêt à intérêt et son contournement ont permis le développement du capitalisme et de la banque. Donc voilà, ça c'est la première partie, si vous voulez, de mon travail. Après, j'essaie de montrer en fait que cette invention, donc nouvelle, a permis aussi le développement d'un système monétaire nouveau. Et donc, peu à peu, la mise en place en fait d'un système monétaire qui va être bah, celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un système monétaire assez élaboré d'un point de vue conceptuel, mais surtout très efficace, qui permet essentiellement une chose fondamentale, c'est de faire croître le crédit, parce que le crédit manquait dans ces époques lointaines pour financer l'activité économique. Et le problème, c'est que bon, c'est pas les premiers à avoir eu l'idée de faire croître le crédit dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de l'Antiquité. On a eu énormément d'exemples d'États qui cherchaient comme ça à développer bah, simplement à favoriser leurs dépenses en créant de la monnaie, en fait, hein. C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans l'histoire de nombreuses reprises. Mais en général, ce qui se passe aussi, c'est que l'inflation fait que ce type d'attitude est sanctionné par la réalité. Parce qu'il n'est pas possible de créer de la monnaie sans un lien avec la production réelle. Mais ce que permettait la comptabilité en partie double, justement, c'était de connecter de façon beaucoup plus rationnelle la création de crédits nouveaux à l'activité économique elle-même, en mettant au point un concept nouveau, parfaitement rationnel et toujours utilisé aujourd'hui, c'est le concept comptable de profit. Voilà. C'est vraiment à cette époque que, et ça c'est quelque chose que Fourastier montre très bien, que la conception moderne du profit est née. Et elle est née en termes comptables très, très. C'est en fait le calcul du compte de résultat qu'on fait toujours aujourd'hui dans toute comptabilité. C'est une technique qui peut paraître finalement une fois qu'elle est là, mais elle n'a pas toujours été donnée, cette technique. Elle n'existait pas avant le XIVe siècle. Et son invention, sa définition précise, a permis, d'un point de vue monétaire, de faire croître le crédit en même temps que ce profit. Et l'un nourrissant l'autre. Parce que bien sûr, plus, avec ce système, plus on faisait, en fait, les occasions de profit, le besoin de profit des entreprises avaient été financés par le crédit qu'on pouvait, qu'on pouvait générer. Et d'un autre côté, le crédit qui était généré ne l'était qu'à proportion du profit qui était créé par les marchands, puisque c'est eux qui commençaient ce mouvement au début. Donc en fait, on a comme ça l'élaboration d'un système rationnel, efficace, que moi je peux définir, si vous voulez, comme la croissance conjointe du profit et du crédit, et qui permet en fait bah, une efficacité, d'abord qui peut définir le capitalisme en lui-même, hein, ce processus d'accumulation que Marx et d'autres définiront très bien, et, euh, et qui est en fait un processus extrêmement efficace, c'est-à-dire que les États qui vont utiliser ça vont devenir plus puissants que les autres, dès le début. Et effectivement, c'est ce qu'on observe dans l'histoire. Les cités-États italiennes vont être les premières à s'enrichir dans l'histoire économique du monde d'une façon considérable et d'une façon impressionnante par rapport à leur taille réelle. Donc c'est ce qu'on observe avec Venise, Florence, Gênes, etc., etc. Ce sont des cités-États qui vont devenir incroyablement plus puissantes en Europe et dans le monde que ce que leur taille pourrait laisser penser. Et toutes, elles utilisent ce système
de comptabilité en partie double et de banques gérées par les marchands banquiers. D'ailleurs, euh, on a des exemples extrêmement intéressants de ça, notamment à Florence au XVe siècle, où c'est finalement euh, les banquiers, les Médicis, pour ne pas les nommer, qui, du statut de marchands qu'ils étaient initialement, vont progressivement se transformer en marchands banquiers, et puis vont carrément prendre le pouvoir politique à Florence, peu à peu. Ils vont voilà, devenir des hommes politiques et dirigeants de la ville de Florence, dans des conditions alors très rocambolesques parfois, et puis il va y avoir des luttes politiques intestines qui vont les conduire après à leur chute. Et enfin, bon, le succès historique des Médicis est bien connu. Ils vont construire toutes les merveilles de la Renaissance qu'on peut encore voir aujourd'hui à Florence. Et puis ils vont devenir, par la suite, ils vont avoir donc dans leur lignée plusieurs papes, euh, deux reines de France. Enfin bon, voilà, leur succès va aller très loin. À la base, ce sont des marchands et des marchands banquiers, notamment avec celui qu'on appelle comme l'ancien comme de Médicis, qui était vraiment le banquier de la famille, aux origines de leur succès. Alors voilà, ça ce sont des exemples historiques, on peut parler de Venise aussi au XVIe siècle, qui se développera un peu sur le même modèle, et toujours avec cette idée d'expansion quasiment coloniale en fait, hein, que ce soit Venise ou Gênes, auront des embryons de colonies en mer Noire ou même en Corse pour Gênes, etc. Parce que ce système capitaliste qu'ils ont mis en place appelle naturellement, en quelque sorte, à aller chercher des profits nouveaux pour nourrir le système financier existant. Voilà. Alors, l'aventure coloniale est une des solutions que ce système trouve pour nourrir son profit, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'accroissement le progrès technique, tout simplement, qu'on observe à Venise comme à Gênes. Il y a des inventions, des innovations technologiques qui se produisent et qui permettent là aussi d'accroître le profit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le processus capitaliste qui démarre avec ses côtés positifs, amélioration technique, enrichissement, pensée moderne, je veux dire culture, art, etc. Et ses côtés négatifs, l'esclavage, l'exploitation, qui vont très vite arriver en fait. Donc c'est un processus ambivalent, qui est le processus capitaliste lui-même. Il y a du bon et du moins bon, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il naît à ce moment-là et qu'il se développe dans ces conditions. Et après, eh ben, il va s'étendre dans le nord de l'Europe, hein, c'est-à-dire notamment en Allemagne, dans les Flandres et aux Pays-Bas. Le modèle vraiment du pays qui va adopter le système italien de façon très efficace, ce sont les Pays-Bas, qui s'appelaient à l'époque les Provinces-Unies, et qui étaient en lutte contre l'Espagne, hein, contre l'Empire espagnol pour son indépendance. Donc c'est ce qu'ils appellent la guerre de 80 ans, c'est une histoire de révolte des, des Néerlandais contre leur tutelle du Sud. Et après, bon, ça c'est le 16e, 17e siècle, il va y avoir dans une large mesure un processus d'émancipation du nord de l'Europe par rapport au sud de l'Europe qui était historiquement dominant, parce que le nord s'enrichit et adopte les méthodes capitalistes du sud. C'est ça qui est fondamentalement qui explique l'histoire au 16e et au 17e siècle. Et, et Braudel, par exemple, a très bien montré que les guerres de religion au XVIe, XVIIe siècle sont largement le résultat de ce processus d'émancipation du Nord par rapport au Sud et en fait de changement d'axe du capitalisme. Donc voilà, le processus se généralise au Nord. Au XVIe et au XVIIe siècle, et le pays le plus avancé, ce sont les Pays-Bas, c'est les Provinces-Unies. Et puis, de plus grands États vont ensuite s'emparer de ces systèmes. Parce que jusque-là, que ce soit les Italiens, que ce soit les Flandres, que ce soit les Provinces-Unies, ce sont toujours des petits États qui deviennent souvent des petites républiques parce que ce système politique arrange les capitalistes. Mais ce sont toujours des petits États qui adoptent ce système, qui innovent en fait davantage que les grands et puis qui deviennent plus riches. Mais vraiment à compter du XVIIe siècle, et c'est ce qui, à mon avis, fait que cette époque est particulièrement intéressante, on a des grands États qui vont chercher à s'emparer de ce système parce qu'ils voient bien qu'il est efficace et qu'il est une source d'enrichissement considérable et donc une source de puissance. Et notamment les deux États qui vont, enfin l'Espagne va essayer de se moderniser dans ce sens, mais une grande partie va échouer au XVIe, XVIIe siècle, ce qui va provoquer en grande partie son déclin.
Mais les deux États qui sont à la tête de cette innovation, qui sont les plus avancés dans ce processus d'imitation des petits pays, ce sont la France et l'Angleterre, à partir du XVIIe siècle. Et on peut dire que, bon, en France, sous Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, la France est à ce moment-là plus puissante que l'Angleterre. On a d'ailleurs une victoire, compris sur les mers. Il y a une prépondérance française, une prépondérance économique, et il y a une crainte en Angleterre de la puissance française. Et donc, il y a aussi une réflexion économique très avancée en France, notamment avec Colbert, mais pas seulement. On a un peu plus tard, on va avoir beaucoup de hauts fonctionnaires en France qui vont réfléchir à la modernisation du système financier dans un sens euh, très construit. Mais en Angleterre aussi, ce processus va avoir lieu, et il va avoir lieu de façon plus dynamique, il faut bien le dire, bien que d'une façon très difficile aussi, hein, avec beaucoup de crises, parce que le XVIIe siècle en Angleterre a été le siècle des révolutions. Il y a eu deux révolutions, un roi d'exécuté, Charles Ier, et la Glorieuse Révolution, comme l'appellent les historiens britanniques, en 1688, va porter au pouvoir la bourgeoisie d'Angleterre. Une bourgeoisie marchande, dynamique, qui, en grande partie, va mettre au second plan le roi, surtout après la mort de Guillaume d'Orange. Et donc, les Anglais vont innover davantage parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils se sentent moins puissants que les Français sous Louis XIV, et ils vont donc tenter des choses nouvelles, en particulier sous la direction du Parlement, et c'est la période qu'on appelle la révolution financière en Angleterre, hein, c'est-à-dire la création de la Banque d'Angleterre, la création de la Compagnie des mers du Sud, et avec des fonds de sauvetage. Et donc en fait, c'est voilà, un système brinque-ballant qui va être très critiqué en interne, en externe, qui est mal assuré, mais qui permet quand même de se rapprocher du système des Hollandais, davantage que ce qui se passe en France. Et bon, là-dessus, il y a des victoires militaires qui vont avoir un grand rôle, notamment celle de la fin du règne de Louis XIV, début du XVIIIe siècle, les victoires de Marlborough, donc l'ancêtre de Churchill, contre les armées de Louis XIV. Bon, tout ça va redonner confiance à Angleterre, et en fait, ça va se faire dans un cadre où les finances publiques anglaises sont davantage financées, mieux gérées que les finances françaises, parce que ils ont pu s'adopter le système hollandais. Il faut savoir que Guillaume d'Orange, qui a fait la Révolution en 1688, est un roi hollandais qui ramène avec lui des fonctionnaires qui veulent implanter le système hollandais en France. Euh, donc voilà, ça se traduit par, il faut bien dire, une victoire de l'Angleterre à ce moment-là au niveau théorique. Mais ce sera suivi par beaucoup de crises, y compris en Angleterre. Il y a notamment en 1720 la crise de la Compagnie des mers du Sud, qui est une crise financière qui met à plat le système de finances publiques britannique. Voilà, parce que c'est encore embryonnaire, ça n'est pas géré de façon aussi rationnelle que ça sera dans le futur. Mais cette crise met à terre le système financier britannique, le système financier français. Mais la différence, c'est que les Français, qui sont à l'époque, dont le système est géré par John Law, l'Écossais John Law, ils vont chasser John Law, notamment les grands aristocrates français, en le traitant voilà, d'incapable, de fou furieux, et il va s'exiler à Venise, mourir là-bas. Alors que les Anglais, sous la direction de leur Premier ministre charismatique de l'époque, Robert Walpole, vont continuer à développer ce système, malgré les torrents de critiques au Parlement. On accuse de tous les mots Walpole, on le traite de corrompu, d'escroc, enfin tout ce que vous voulez, mais il tient bon, et il maintient le système que les Anglais ont mis en place, et c'est ce système qui, en grande partie, va expliquer la puissance du développement économique britannique au XVIIIe siècle. La révolution industrielle, etc. Bon, c'est vraiment à partir de là où on a une divergence entre la France et l'Angleterre, puis des victoires dans les colonies au cours du XVIIIe siècle. Voilà. Et en grande partie aussi, ça à mon avis, ce qu'on peut déduire, cette divergence va conduire les rois de France à suivre le rythme des dépenses militaires britanniques, vont les conduire à écraser de plus en plus d'impôts la population française, sans avoir un système suffisamment efficace pour pouvoir tenir la compétition. Et donc, en fait, ça va devenir insupportable pour les paysans en France. Et ça explique, en partie, pas seulement, mais ça explique la Révolution française. Parce que ça va devenir insupportable pour les paysans en France qui, en fait, quelque part, prennent acte de l'échec de leur monarchie par rapport à la monarchie britannique et la renversent, comme l'ont fait les Britanniques.
au XVIIe siècle. Mais les Britanniques ont conservé la présence du roi dans leurs institutions comme une figure avec un pouvoir beaucoup moins important, mais l'ont conservé. En France, ça finira par la Révolution française et par l'exécution et la, la fin définitive de la monarchie. Voilà. Bon, ça, c'est pour vraiment la concurrence entre la France et l'Angleterre, qui est vraiment une période, à mon avis, extrêmement intéressante. Mais, bien sûr, le processus d'adoption d'un système financier moderne va se poursuivre après dans le monde. On a l'exemple des États-Unis qui vont très bien réussir à faire ça. Et puis après, jusqu'au XXe siècle, en fait, hein, où on aura cette fois-ci beaucoup d'États qui vont adopter un système efficace qui consiste fondamentalement à avoir à la fois une source de, si vous voulez, une monnaie qui circule à partir du crédit privé, géré par les banques, ça c'est vraiment l'héritage de ce système, et d'autre part, deuxième pilier du système, un système de dépenses publiques géré par l'État, et avec, si vous voulez, un système de prêt à taux zéro, hein. C'est ça qui se passe pour l'essentiel dans tous les États en guerre qui utilisaient ce système jusqu'au bout de sa logique, hein, depuis Venise, l'Angleterre pendant les guerres napoléoniennes et de la Révolution, et la France et l'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale, etc., etc., etc. Voilà. On a donc la mise en place d'un système monétaire et d'un système de finances publiques moderne qui se met en place progressivement. Et donc, on peut retracer cette origine à partir donc du perfectionnement de la comptabilité en partie double en Italie depuis le début du XIIIe siècle. Et donc, le dernier point de mon travail, si j'ai le temps, je ne sais pas si j'ai été trop Tu long, as tout peut-être. le temps que tu veux. Vas-y. Ok, merci. Donc, le dernier point, c'est que en fait, je montre que donc, cette analyse historique permet, à mon avis, de mieux comprendre l'évolution économique moderne et surtout l'évolution de la finance. Puisque l'analyse comptable permet de mieux définir l'évolution du processus de financiarisation qui a largement cours, au moins en Occident, et de montrer aussi que ce système est intrinsèquement instable, dangereux pour l'activité économique, parce qu'il est nécessairement marqué par des crises qui se produisent comme des ajustements sauvages, en quelque sorte, de l'espèce de masse monétaire, la masse de crédit qui, en fait, euh, correspond à ces systèmes financiers. Euh, il serait beaucoup plus certainement souhaitable d'encadrer ces marchés financiers via la Banque centrale, c'est-à-dire en le rendant moins instable, en empêchant les crises financières et donc en sécurisant ce type de financement. Euh, et pour ça, il faudrait reconnaître qu'il s'agit d'une forme de quasi-monnaie. Et donc, il faudrait que ce système soit géré en dernière instance par la Banque centrale, qui garantisse la valeur des créances qui circulent sur les marchés financiers pour empêcher la crise financière destructrice. Mais en contrepartie, il faudrait aussi que cette masse de quasi-monnaie circule davantage dans les différentes régions de l'économie, et pas simplement pour des motifs de spéculation et de profit à court terme. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie conséquence qui me semble importante dans mon travail. Ça donne des outils pour comprendre et agir sur le monde d'aujourd'hui, à mon avis, à mon humble niveau, hein, parce que évidemment beaucoup de gens réfléchissent là-dessus. Mais je pense qu'on a vraiment des outils intéressants à tirer de l'histoire et à comprendre donc pour l'analyse de la finance aujourd'hui. Et en fin de compte, voilà, je voulais aussi rajouter, en fait, c'est ce qu'on fait actuellement. On monétise toutes les créances des marchés financiers, simplement, on le fait a posteriori, comme des pompiers éteignent un feu avec les quantitative easing. C'est ça qu'on fait. On arrive et on transforme en fait toutes les créances sur les marchés financiers pour éviter que le système s'effondre. Et donc, dans ce cas, on transforme en monnaie. On reconnaît à ce moment-là que c'est bien de la monnaie, mais on le fait simplement devant la crise. Alors que ça devrait être fait en amont, de façon raisonnable, réfléchie, et que ça devrait bénéficier non pas simplement à certains, mais à l'ensemble du système économique qu'on veut développer, et pour investir dans le long terme et dans tous les secteurs de l'économie.
Voilà. Alors, de ce point de vue-là, pour moi, bon, ça, c'est pas dans ma thèse, mais c'est quand même plutôt mes recherches actuelles. Je pense qu'il est extrêmement intéressant d'analyser l'évolution et le système économique et monétaire de la Chine. C'est quelque chose qui est peu fait, à mon avis, parce que bon, la Chine fait peur ou pour tout un tas de raisons, justifiables ou non. Mais en tous les cas, de façon je dirais, dépassionnés, simplement raisonnables. Il faut analyser ce que font les Chinois parce qu'ils ont un système qui est beaucoup plus stable que le nôtre et beaucoup plus efficace d'un point de vue monétaire et économique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire reprendre leur système politique, adopter tout leur point de vue, etc. Mais de ce point de vue-là, je pense que même quelqu'un qui défend fondamentalement l'Occident ou ses valeurs ou quoi que ce soit qu'on puisse mettre derrière tout ça, devrait s'intéresser à l'économie et à la monnaie chinoise, parce que simplement, au plan technique, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent dans ce pays. Voilà, qui arrive. Merci beaucoup. Alors, un aperçu historique assez vertigineux, cher Maxime. Je voudrais qu'on revienne sur certains points. Alors, déjà, le premier, j'ai pas voulu t'embêter avec ça avant, parce que je voulais qu'on voit l'importance du sujet pour éviter que nos internautes se fassent l'effet Sylvain Muller. Si tu te Je ne rappelles, connais pas. c'est le personnage du comptable dans Caméra Café. Donc, et c'est un personnage particulièrement insignifiant et qui est un comptable de caricature, petite lunette, tiré à quatre épingles, vit chez sa mère à 45 ans. Donc, le, euh, et je voulais d'abord qu'on voit bien l'importance du sujet avant d'entrer dans un point qui va apparaître théorique pour tous ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité. C'est quoi une comptabilité en partie double? Bah, une comptabilité en partie double, à mon avis, ça se définit, je vais suivre le bouquin de Fourastier, il faut trois choses. Il faut des comptes en T, débit, crédit. Bon, ça c'est assez simple à comprendre. Mhm. Il faut qu'il y ait l'inversion du signe de la caisse, c'est-à-dire que les comptes de trésorerie en comptabilité, pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité, sont tenus de façon inversée aux comptes de tiers, comment dire ça de façon simple. Euh, L'argent qu'on possède en trésorerie, en comptabilité, l'argent qu'on a sur le compte en banque, par exemple, pour n'importe quelle entreprise, administration, etc., eh ben, elle est comptabilisée au débit. Ça peut être surprenant, c'est contre-intuitif. Mais ça s'explique par la structure de la méthode de la comptabilité en partie double. C'est inévitable. Dit autrement, si tu veux, les comptes de trésorerie, enfin, oui, voilà, si tu, au bilan, les comptes de trésorerie vont apparaître à l'actif. Voilà. Ça, c'est la marque, une marque inévitable de la comptabilité en partie double. Et la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des comptes de résultats, calcul du profit, qui soit fait donc au passif. Donc c'est-à-dire que en fait on comptabilise tout le patrimoine d'une entité de sorte à ce que en fin d'année il résulte de résultats. Voilà. Donc il faut ces trois choses compte en T, trésorerie à l'actif, compte de résultats, autrement dit compte de capital au passif. Voilà. Alors, je voudrais revienne qu'on revienne d'abord sur certaines de tes sources. Alors, tu Mhm. l'as bien dit, il y a évidemment ce grand génie qui était Fourastier. C'est d'ailleurs un des grands mérites de ton travail de ramener parmi nous un des très grands économistes français du siècle passé. Euh, Évidemment, et ça se voit dès le début de ton propos, la marque brodélienne se sent. Mhm. Mais il y a deux sources subsidiaires, mais sur lesquelles c'est surtout pour nos internautes que je veux le faire remarquer. Le premier, c'est qui est un homme remarquable, qui était Jacques Hers. Oui. Alors, Jacques Hers, qui est? C'était un historien spécialiste du monde médiéval et du début de la Renaissance. C'était ce qu'on pourrait appeler un historien très assis universitairement, mais très mal pensant. C'est de l'école Pierre Chaunu, faut être très honnête, c'est-à-dire
Voilà, c'est un historien de la tendance catholique. Et il a, entre autres, c'est l'un de ceux qui a fait litière en France de plusieurs mythes médiévaux. Et entre autres, c'est lui qui avait, sur ses écrits sur l'économie du Moyen Âge, et entre autres fait litière sur à la fois le problème sur lequel on va arriver du prêt à intérêt, mais également sur l'interdiction de la propriété foncière agricole aux sujets, qu'à l'époque sont des sujets, de confession juive. C'est lui qui va, qui va entre autres démontrer que contrairement à une historiographie très datée, il n'y avait pas de déport vers les activités financières par interdiction. Tu sais, qu'on a souvent dit, il y avait des métiers qui étaient interdits, sauf des métiers de prêt. Et en réalité, c'est très largement exagéré et faux historiographiquement. Il fait partie de ceux qui l'ont démontré. Il a également beaucoup travaillé sur les problèmes d'esclavage. Donc, c'était pour souligner sa mémoire. Et il y a un personnage qui est également dans ta thèse et qui est, je trouve, alors bon, comme tu le sais peut-être, moi je fais partie dans les sources économiques de la pensée du cercle Aristote, il y a toute l'école dit Overcanon. Wolfgang Dreschler, Eric Reinert, dont nous sommes les traducteurs en France. Et donc j'ai pu voir la revalorisation de la pensée de Werner Sombart est arrivée par le monde anglo-saxon il y a déjà une quinzaine d'années, à peu près, 10-15 ans. Il est très présent dans l'Overcanon, hein, Werner Sombart, vu que Reinert, entre autres, a beaucoup écrit sur lui, et je l'ai retrouvé un peu surpris. Je l'ai retrouvé dans tes travaux. Oui, Donc, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas voir qui c'est. oui. Alors Werner Sombart, donc c'est un grand historien allemand, un grand historien économique, on peut dire, qui a été, je me demande si c'est pas lui qui a créé le terme de capitalisme hein, dans ses analyses historiques. Euh, bon, il était un historien, on va dire, plutôt conservateur, plutôt de droite en Allemagne, hein, qui vivait Oui, très à la nettement. fin du 19e siècle. Mais c'était un grand lecteur de Marx, qui était allemand lui aussi, et il a été très imprégné par les travaux de Marx, et certainement que c'est lui qui a créé ce terme de capitalisme, je crois. Ce serait à vérifier, mais je crois que c'est le cas. Et bien sûr, c'est un grand penseur et un grand historien, bon, qui après, il a certainement été récupéré, si tu veux, c'est toujours un peu le problème en Allemagne, voilà, dans les années 30 par certains penseurs moins fréquentables, mais il est toujours reconnu comme un grand penseur et un grand historien. Bah, disons qu'il a vécu le double purgatoire. Il a vécu le premier purgatoire des auteurs allemands de la période. Dans un autre domaine, il y a Carl Schmitt. Dans un autre domaine, euh, donc il a vécu ce purgatoire-là, et il a vécu le purgatoire d'à peu près tous les auteurs de l'économie politique des années 1880 à 1950, qui a été l'arrivée, euh, à partir des travaux de X et autres, il y a eu une mise en place petit à petit euh, d'un retour, ce qu'on a appelé néolibéralisme beaucoup plus tard, mais en réalité d'un retour aux bases de l'économie néoclassique, avec, Eric Reinert le raconte très bien sur l'histoire du développement, une épuration intellectuelle qui a fait l'objet, par exemple, de la destruction de grandes bibliothèques universitaires dans les facs anglo-saxonnes, d'économie politique, et ça on le sait entre autres, parce que le gouvernement norvégien a racheté une partie de ces bibliothèques qui allaient être détruites et les a donnés à la garde d'Eric Reinert. Donc, c'est pour ça qu'il vit avec 25 000 volumes, je crois, d'histoire économique. Lui-même ayant été prof, je crois, à Cambridge, et il a laissé sa chaire à son fils, Reichus Reinert, et qui a repris sa chaire d'histoire du développement. Et donc, il y a eu deux grands purgatoires qui sont tombés. Le purgatoire pour, disons, tout ce
qui était, pour tout ce qui est l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, ça à la rigueur est normal, enfin est justifiable, et moins justifiable, il y a comment dire, le purgatoire de beaucoup d'auteurs d'histoire du développement et d'histoire économique qui est tombé entre la fin des années 50 et les années 80 sur tout un pan de l'histoire économique. Sombart en a fait partie, mais beaucoup d'autres. Et c'est un des aspects qui est encore euh, peu étudié de l'histoire du néolibéralisme. Nous, on avait traduit un très long article théorique de Reinert dessus, hein, qui s'appelait Économie néoclassique des cendres en héritage, et c'était un article très long. Et je rappelle, j'avais appris ça quand on avait fait venir Eric en France. Le cercle a fait ça en. Ah bah, c'est très simple. On avait fait un grand débat sur le protectionnisme. C'était à l'époque, c'était en 2008-2009. Et c'est là où je l'avais appris. Et donc, il y avait eu disons, ce purgatoire dont, a priori, son bar a fait les frais. Donc, si tu veux, Une bonne mémoire, qui arrive. comment? T'as une bonne mémoire. Ah bon? Ouais, ça remonte un peu 2008 et tout, mais c'est oui, non, mais en tout cas, Eric Reinert, je sais que effectivement, d'ailleurs, je pense que je le cite aussi dans ma thèse, et c'est effectivement quelqu'un de très intéressant, qui est d'ailleurs cité dans des. J'ai lu un livre de Lord Salisbury, qui est un lord britannique, qui est, je pense, chancelier de l'université de Cambridge Mhm. actuellement encore, et qui est un milliardaire qui possède l'empire Sainsbury, Mhm. les supermarchés en Grande-Bretagne. Et il cite Eric Reinert dans son livre, par exemple, tu vois. Donc c'est pour dire que il est quand même assez cité, y compris dans des sources où on ne l'attend pas forcément, a priori. Et Ah bah nous, on a traduit, c'est une école qu'on va essayer de traduire lourdement. Je vais t'interroger par rapport à tes travaux sur ta connaissance d'une autre école dont on s'occupe, mais par rapport à la toute dernière partie de ta thèse. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur un point. ouais. Et ça, là, pour le coup, on va essayer de faire preuve de pédagogie. C'est pour beaucoup de nos jeunes et qui malheureusement voient sur Internet le pire et le meilleur, et sur cette affaire du prêt à intérêt. Parce que, là, je parle sous ton contrôle, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien faire comprendre. Peut-être même deux et demi. Premièrement, la condamnation porte plus sur l'usure que sur le prêt à intérêt. L'usure, c'est l'intérêt prohibitif. Faut pas, faut. Deuxièmement, là, pour le coup, je vais revenir malheureusement dans ma sphère d'analyse, qui est l'histoire des idées. La condamnation n'est pas univoque dans la doctrine catholique. Il ne faut pas oublier qu'elle est très forte chez saint Augustin. Mais saint Augustin la tire de quoi? La tire du fait que par le péché originel, l'homme a renoncé à sa nature. Alors, Alors que chez saint Thomas, puisque saint Thomas, lui, doit obéir, il doit obéir à la réalité du temps. Et la réalité du temps, c'est quoi? C'est le développement des échanges marchands. Donc, donc il faut que les docteurs de l'Église fassent évoluer la doctrine, parce que sinon le monde va courir, comme on disait en 68, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Et, euh, et donc, lui va relativiser la doctrine du péché en disant, attendez, l'homme n'a pas perdu sa nature, il a perdu ses dons surnaturels, c'est déjà suffisant. Et donc, tout est une question à partir de là d'intention. Donc, vous pouvez faire un peu de prêt à intérêt, à une condition, c'est que vous le fassiez dans un but louable. Donc, il y a une évolution de cette doctrine-là parce que beaucoup de gens verront des tas de trucs sur Internet sur le caractère absolu, il n'est pas si absolu que ça. oui. Non, il n'est pas absolu, c'est vrai. C'est un processus de recherche, en fait, hein. Ce qui se passe, en fait, donc effectivement, au milieu, enfin, vers la fin du Moyen Âge, autour du XIIIe siècle, c'est une précision
de la doctrine de l'Église sur le prêt à intérêt. Et ça, saint Thomas d'Aquin en est effectivement un des meilleurs représentants, parce que saint Thomas, qui est extrêmement précis, rigoureux dans ses analyses des textes bibliques, des textes grecs, Aristote, etc. Il s'appuie sur Aristote, hein, parce Mmh, qu'Aristote critiquait déjà le prêt à intérêt. tout à fait. Saint Thomas pose une doctrine, effectivement, comme quoi le prêt à intérêt, bon, il est interdit. Ça, c'est la première chose. Mais après, ils cherchent à préciser dans les faits et ils vont regarder dans les opérations marchandes, parce que, effectivement, les marchands, notamment en Italie, leur posent des questions. Est-ce que ça, on a le droit de faire? Est-ce que ça, on n'a pas le droit de faire? Et ce que tu dis est vrai, ils l'autorisent dans une certaine mesure, Mmh, mais en fait, pour une raison simple, c'est que ce qu'ils interdisent, c'est le prêt à intérêt direct. Je prête de l'argent en calculant un intérêt que tu dois me rendre, etc. Ça, c'est interdit. Et il y a un terme en latin que j'ai oublié, mais c'est interdit. Et par contre, quand dans le cas où quelqu'un fait un prêt, par exemple, d'une marchandise, il prête sa marchandise, donc il fait une avance à son interlocuteur, mais entre-temps, au moment du remboursement, si le prix de cette marchandise a varié, c'est ça le grand problème qui se pose. Eh ben, il y a bien un profit qui va intervenir à ce moment-là. Et de plus en plus, dans le cadre justement de la comptabilité, en partie d'où, ce que font les marchands, c'est qu'ils anticipent un profit parce qu'ils savent que le prix va augmenter. Comme par exemple aujourd'hui, on anticipe l'augmentation du prix d'un appartement ou ce genre de choses. Et donc, ils calculent leur intérêt dissimulé dans l'augmentation du bien. Et donc, ils s'enrichissent comme ça, en prêtant quand même des biens, en théorie, mais en fait, euh, sans qu'il y ait de prêt explicite. Donc c'est cette formule qui va retenir toute l'attention des docteurs de l'Église catholique, les docteurs scolastiques, comme on les appelle à l'époque. Et ça, vraiment, celui qui montre ce qui se passe de façon extrêmement précise et documentée, le spécialiste de ça, c'est Raymond de Rover, un grand historien, un Belge francophone, qui a écrit une partie de son œuvre en français, une partie de son œuvre en anglais. Et il montre très bien ça. Il montre que, en fait, l'Église va autoriser ce type de prêt qui est dû à la variation des prix sur les marchés. Donc, ils ont une analyse qui est quand même assez fine à l'époque, hein, mmh, qui est parfois surprenante. Et c'est dans cette autorisation, saint Thomas dit, ce type de profit, c'est immoral, mais licite. Voilà ce qu'il dit. mmh, Donc, il y a tout un monde là-dedans, évidemment, hein, parce que ce qui est immoral et licite, bien alors sûr. les marchands marquent au nom de Dieu et du profit au début de leur fiche de compte, mais en fait, ils s'engouffrent dans la brèche pour s'enrichir de façon Mmh, considérable. Et plus même que s'ils l'avaient fait avec le prêt à intérêt direct, qui est une forme en fait assez rudimentaire de prêt, parce qu'il n'y a pas ce calcul du profit. Donc là, vraiment, c'est ça que l'Église va autoriser, et c'est là-dedans que les marchands vont s'enrichir. Et après, il faut jamais oublier que malgré, donc ça c'est le système, on va dire, le plus élaboré et puis le plus important, parce que c'est lui qui va déclencher la suite, le capitalisme. Mais il y a toujours eu, et il y aura encore par la suite, une tolérance sur le prêt à intérêt direct. Il y a toujours des gens qui vont le pratiquer, et ça aussi, Raymond de Rover le montre très bien. Ce sont des marchands qui sont moins prestigieux, des banquiers qui sont moins prestigieux, qui sont des petits prêteurs. Un peu comme aujourd'hui, ça existe toujours, c'est les usuriers, quoi. Donc ils mmh, font des petits prêts parce qu'il y a une demande des petites gens, pas des grands marchands, etc. C'est un système économique qui perdure à côté du système élaboré des marchands capitalistes. Et ça, effectivement, De Rover montre bien que c'est ceux qu'on appelle des Lombards qui le font, qui sont des petits banquiers italiens, ou, de la même façon, les Juifs, souvent, qui sont dans ce système à cette période. Mais c'est du petit prêt, du prêt sur gage, et qui souvent est un peu, il faut bien dire, un peu sordide, parce que on va récupérer les affaires de quelqu'un qui n'a pas pu rendre la somme qu'on lui demandait. Enfin, c'est de l'usure, voilà. Mais malgré tout, ça a toujours été un peu toléré selon les endroits, parce que c'est comme une nécessité un peu inévitable. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas finalement le plus intéressant, parce que c'est un peu le système venu du passé, et mmh, celui qui va se développer et qui va créer quelque chose de nouveau, le capitalisme, c'est vraiment le système des marchands, qui lui est dû à en fait, un respect de cette interdiction, compte tenu de ce système de variation du prix des marchandises. Tout est là. C'est la variation des prix qui permet mmh. l'émergence du capitalisme. Le Et j'ai par rapport à Sombart dont tu parlais tout à l'heure, il y a effectivement sa grande œuvre, c'est, je crois, Le capitalisme moderne, et qui n'est pas traduite en français, ou simplement une partie, et pas non plus en anglais. Donc en fait, c'est très difficile d'avoir accès
à l'œuvre de son Barthes, et ça, c'est vraiment dommage. Donc son livre s'appelle en allemand Der moderne Kapitalismus. Le... Alors, j'en ai Mais il est encore. très cité également, tu disais tout à l'heure, alors il y a eu un renouveau dans les historiens britanniques, mais aussi Fernand Braudel, par exemple, le cite énormément, Werner Sombart, ou de Rover, etc. Donc il a toujours été connu et apprécié des Oui, grands. il n'a pas totalement disparu, ça c'est certain. Voilà. Mais le, j'avais encore trois légers points pour toi. Le premier, c'est qu'il y a une partie de ton exposé qui m'a beaucoup aidé dans des recherches que je mène par ailleurs. C'est que si tu veux, euh, tu vois, contrairement à l'image que les gens ont, l'Angleterre la plus puissante, c'est l'Angleterre élisabéthienne. L'Angleterre victorienne est une Angleterre en déclin. Mais les raisons de la puissance anglaise divisent une partie d'une communauté dont je suis assez proche, qui est celle des historiens militaires. Qu'est-ce qui a fait la puissance de l'Angleterre? Et je suis très proche, entre autres, par mon camarade, un des amis membres du Cercle Renninger, des théories sur la création à la fin du Moyen Âge. L'Angleterre fait un double saut intellectuel à la fin du Moyen Âge. On n'a rien pour l'instant en français là-dessus. Rien. Quand je te dis rien, sauf les articles de Laurent, mais sinon on n'a rien. Premièrement, c'est le premier peuple d'Europe et d'Occident, et certainement l'un des premiers peuples du monde, quasiment entièrement alphabétisé. Deux, l'Angleterre fait une révolution, c'est-à-dire qu'elle formalise, digère et applique une nouvelle définition de la puissance qui est une définition post-romaine. C'est-à-dire qu'avant, pour tout le monde en Occident, la puissance, c'est Rome. Je conquiers des cailloux et les mecs qui vivent sur les cailloux. En tout cas, ceux que j'aurais pas tués. Et ensuite, j'exploite les anciens tenanciers de cailloux. L'Angleterre pense la puissance par comptoir. Et elle va le systématiser. La question, c'est que cette avance intellectuelle qu'elle va maximiser et dont elle va faire un projet, c'est grâce à tes travaux que j'ai pu comprendre comment elle arrive à le mettre en place par un système de planification financière. Et c'est ça qui nous a manqué. Ça et le fait d'avoir une définition archaïque, enfin, le terme est mauvais, passéiste de la puissance et continentale de la puissance. Parce que le problème quand on conquiert des cailloux, c'est qu'il faut soit tuer, soit nourrir, dans les deux cas ça coûte cher, les gens qui vivent sur les cailloux. Donc, et d'un côté, je le comprends mieux, c'est que l'Angleterre a sublimé ce que la Renaissance méditerranéenne a créé, ce que nous n'avons pas su faire dans les temps. Et elle l'a mis dans sa pensée à elle. Et ce n'est pas pour rien qu'elle le fait à partir de quoi? De son vis-à-vis dans toute l'histoire des idées européennes. Le vis-à-vis de l'Angleterre sur le continent, c'est les Pays-Bas. Le républicanisme anglais en vient, le libéralisme anglais en vient. Je sais qu'on n'y fait pas attention parce que pour nous, aujourd'hui, c'est plus tellement les tulipes, c'est avant tout le chichon. Mais tu me diras, ça reste de la botanique. Donc, donc voilà. Mais donc, je tenais juste à souligner ce fait-là. Dernier point, sur l'aspect monétisation qu'on continue à faire. Quel œil tu portes sur un autre groupe de chercheurs qu'on traduit beaucoup dans notre revue théorique, Perspective Libre, à travers des gens comme Jack Rasmus, etc., qui est la, la Modern Monetary Theory. Qu'est-ce que Ah, tu en penses, toi? Si tu en euh, penses quelque chose.
Oui, 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 si, C'est des problématiques qui sont proches des tiennes sur la fin. oui, tout à fait, tout à fait. J'ai été beaucoup en contact avec, des gens, se réclamant de la moderne, monetary theory, donc oui, c'est intéressant et j'apprécie beaucoup la façon, la méthodologie qu'ils utilisent pour, s'intéresser au problème qui est, en fait basé, sur la comptabilité, hein, tout comme moi, hein. Mmh. C'est, un peu de la même logique. Je crois que, comment il s'appelle le fondateur, Mosley, le fondateur de cette théorie, mais il y a des très bons représentants en France. J'ai fait un débat, qui doit être sur YouTube avec, Robert Conot, qui est un ancien un ancien de l'administration française, y compris à l'étranger, et qui dit des choses extrêmement intéressantes. Je retrouve pas ses postes précis, qu'il a occupés, mais enfin, c'est quelqu'un de très intéressant. Heu, Cela dit, il s'est avéré, après avoir eu des débats, assez poussés et intéressants, toujours intéressants avec eux, qu'on a quand même des divergences, mais là après ça rentre vraiment dans des points assez techniques, mais en tout cas, ils ont un site qui est extrêmement intéressant sur, une analyse comptable de tous les schémas monétaires et financiers modernes. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est exactement, ce qu'il faut faire pour, rentrer dans le dur de l'analyse, de la finance et de la monnaie. Ça, c'est très bien. Mais par contre, on a une divergence, au final. À chaque fois qu'on discute, on arrive sur cette divergence, qui est, je crois, sur la nature du profit, l'origine, du profit. Alors je voudrais pas, trahir leur propre pensée en rendant compte d'une mauvaise façon, mais enfin, à chaque fois, on arrive sur cette divergence. Donc il faudrait reprendre les débats précis que j'avais avec eux, mais pour moi, j'en étais arrivé à la conclusion qu'il manque encore une analyse de la variation des prix dans leur, analyse. Mais bon, cela dit, tout ça est très intéressant. Moi, je suis favorable au débat, c'est comme ça qu'on se nourrit tous et qu'on progresse, donc oui, je suis très intéressé par la modern monetary Le theory, mais même si je ne peux pas, m'en réclamer pour l'instant parce que j'ai encore des désaccords, voilà. Parce que Et par rapport c'est tout. à l'Angleterre, ce que tu disais, sur l'Angleterre qui était très intéressant, je sais que tu dis souvent des choses très intéressantes, sur, le Royaume-Uni en général dans tes vidéos, mais c'est parce que tu es normand, non, Pierre-Yves? Alors ça doit avoir Ah, un lien. alors, si tu veux, alors, premièrement, déjà, je le suis en partie de famille, Ah OK. mais l'Angleterre me fascine. L'Angleterre m'a toujours fasciné. C'est l'un des seuls pays européens qui me fascine. Parce que moi, je suis avant tout un amoureux un peu de l'Amérique latine, mais énormément de l'Asie orientale. Donc, je suis plus proche de tes préoccupations chinoises que des. Si tu veux, moi, généralement, ce qui me ramène en Europe, c'est les problèmes que rencontre la France. Donc, si tu veux, et voilà, l'Angleterre m'a toujours fasciné. Et surtout, plus je l'étudie, plus je trouve qu'à un moment, l'Angleterre lâche les rames, là où tout le continent va s'enfoncer pendant des décennies, voire des siècles, dans une nostalgie romaine qui n'a pas de sens, qui va avoir d'ailleurs des effets délétères, particulièrement dans le monde germanique. Ça va avoir des effets délétères qui vont s'amplifier d'ailleurs, parce qu'il y aura le problème du Saint-Empire romain germanique, mais après il y en aura d'autres, jusqu'au national-socialisme allemand. Euh, Alors que l'Angleterre, elle, va créer quelque chose de nouveau, tu vois, De de singulier en tout cas. singulier. Mmh. Et c'est. Mais d'un côté, tu vois, j'ai d'autres violons d'ingres bizarres, hein. Blandine Kriegel est arrivée à me passionner pour l'histoire des idées hollandaises, parce que sans elle, tu ne comprends pas la jonction entre les théories de la Renaissance, qui viennent principalement d'Italie et de France, et c'est et le libéralisme naissant. Ça, c'est les Hollandais qui vont le faire. Bien sûr. Et si tu veux, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'essaye de faire traduire les auteurs de la Renaissance française, qui sont des trucs monstrueux, quoi. On connaît que Jean Bodin et Guillaume Budet, parce que Guillaume Budet, c'est la collection Guillaume Budet. Bon,
mais, euh, mais, la- mais on peut dire qu'il y a une renaissance intellectuelle française qui est au niveau de la renaissance italienne. Le problème, c'est que même la renaissance italienne, au mieux, on te cite Erasme et Machiavel, au mieux. Il y a des dizaines d'auteurs, la Renaissance. Mm. Tu C'est vois sûr. le, Mais or, le... concernant l'Angleterre, si je peux, donc moi je Vas-y. pense qu'effectivement elle a une trajectoire singulière, c'est Ouais, évident, ouais. très intéressante. Après, il y a beaucoup de choses à mon avis qui se passent justement au XVIIe siècle. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours eu un intérêt pour cette période, parce que je pense que c'est le moment où réellement il y a une divergence avec la France qui est intéressante. Parce que, bon, c'est le siècle des révolutions pour l'Angleterre. Ça, c'est quelque chose qui est parfois un peu Oui, oublié bah en oui. France, ou en tout cas, oui, il y a eu deux révolutions en Angleterre, l'établissement d'une république avec Et puis, Cromwell qui a été bon, très bas à cet et puis égard. t'as- et contrairement à ce qu'on pense, parce que si tu veux, t'as un vieux mythe et qui date de Jean Briand, hein, je pense à Georges Gusdorf par exemple, du caractère passif et ouvert des Mm. révolutions anglaises et américaines contre la méchante révolution française sanglante. Faut Ouais, voir ce que c'était la révolution anglaise et la révolution américaine, hein. on La est bien révolution d'accord. américaine, elle termine dans les colonnes infernales de Géorgie, donc elle termine pendant la guerre de sécession. Et la révolution anglaise, le Lord Protector Cromwell, Oui. comme humaniste. Non, mais ça a été très, très violent, bien sûr. Et donc, mais en tout cas, c'est là où ça diverge, parce qu'il bascule à ce moment-là vers un système parlementaire Mmh, euh, beaucoup plus tôt que nous, bien alors que sûr. nous, la monarchie a tendance à se renforcer. Et, euh, et là, il se passe vraiment un processus intéressant, parce qu'en fait, les deux pays sont convaincus, on va dire, de la supériorité de leur modèle. Et bon, finalement, c'est quand même les Britanniques qui s'imposent pour ce coup-là. Ça ne veut pas dire que les Anglais n'ont jamais commis de crimes. Tu parlais tout à l'heure de tous les projets de conquête des divers pays européens. Bon, il y a eu beaucoup de choses aussi dans les colonies britanniques qui ont été horribles, hein, comme dans les Bien autres sûr. pays. Bien sûr. Il ne s'agit pas de le nier. Mais en tout cas, en termes de puissance politique et pour ce qui m'intéresse économique, il y a quelque chose qui se passe donc effectivement à la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là que vraiment c'est intéressant d'observer l'histoire du Royaume-Uni parce que en fait ils sont quand même plus ouvert à la réflexion en termes économiques autour du Parlement, de la Banque d'Angleterre. À ce moment-là, ils sont plus innovants. Et effectivement, ils s'inspirent énormément de ce qui s'est passé en Hollande, dans les Provinces-Unies. Ça, c'est un modèle très important pour eux. Et c'est un peu là où, effectivement, en France, pour faire notre autocritique, on a tendance à adopter une façon d'être plus autoritaire, Mmh. avec une monarchie plus absolue, et qui va un peu se retourner contre nous, à mon avis. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs, à mon avis, très marqué dans l'inconscient des Français, je pense. Et c'est que c'était pas la bonne façon de faire, je pense. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai toujours préféré, par exemple, Louis XIII et Richelieu. Je trouve qu'ils ont leur action internationale, notamment, a été plus durable, plus intelligente, en fait, que celles qui les ont suivis, que ce soit Louis XIV, bon, ou même Napoléon. Voilà. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Mmh. Et il y a eu des occasions de révolution en France au XVIIe siècle aussi, puisque juste après la première révolution anglaise, il y a la Fronde qui se passe en France. Et c'est très intéressant à étudier la Fronde, parce que c'est un moment où, voilà, est-ce qu'on on va basculer comme les Anglais, ou est-ce que non? Et non, finalement, il y a quand même une remise en ordre, mais aussi parce qu'à ce moment-là, nos ministres sont plus intelligents et plus compétents que ceux des Anglais. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a Buckingham qui est un peu incapable, et qui du coup provoque aussi la révolution, alors que chez nous, on a Richelieu, Mazarin, qui sont des types très compétents. Mais c'est très intéressant, cette période de Mmh. divergence. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Hein, là où, si tu veux, je pense qu'il y a un problème de sentier au sens que l'histoire du développement donne au terme sentier. Tu Mm. vois? Si tu veux, il faut pas oublier que tout pouvoir historique en Angleterre est concédé à l'État central par la féodalité. Jusqu'à la Magna Carta, c'est ça. Le Bill of Rights, c'est ça. La Grande Charte, c'est ça.
La Banque d'Angleterre, c'est ça. Ouais. Or, le problème, c'est que ça, c'est une, une, un contre-coup qu'on dit rarement, qui est que ça va créer un double phénomène. Le premier, ça va être que l'ordre féodal va se matérialiser par certainement le régime le plus violent à l'égard des populations que l'Europe de l'Ouest ait connu. Quand tu vois l'histoire du prolétariat anglais, ça a pleuré. Hein. Je veux dire, c'est le... Mais par contre, quand le prolétariat est un instrument de puissance, ça va donner également des choses qui seront avant-gardistes. Je donne souvent ces deux exemples-là dans le cadre anglais. Évidemment, l'alphabétisation, mais également les premiers services de santé via les services de santé aux armées pour une part du petit peuple britannique qui a été enrôlé souvent de force dans l'épine dorsale de la puissance anglaise qu'est la Navy. Et, et c'est par exemple eux qui vont créer, pour lutter contre le scorbut, le maintien de livraison de fruits frais aux marins. Et pour pouvoir leur faire avaler, parce que le bandit des bas-fonds de Londres, tu lui fais pas avaler du citron particulièrement, eh ben on va créer le gin fizz. C'est pour ça qu'on a créé le gin fizz, pour leur faire avaler. Mais par contre, tu avais un système de logistique, il faut voir ce que c'est, des fruits frais pour les marins. On n'imagine pas ce que c'est. Tu imagines tout un service logistique pour maintenir les marins en état de combat. Parce qu'une fois qu'il y a le scorbut, c'est plus la peine, toute la cargaison, tous les marins sont à foutre en l'air. Or, le souci, c'est que quand le prolétariat peut être utilisé pour la puissance anglaise, tu as des systèmes avant-gardistes en Grande-Bretagne. Pour le reste, le fait que l'État se soit constitué à l'inverse de l'État français. L'État français, il a pris acte pour lutter contre la féodalité, il a pris acte des volontés populaires pour en tirer appui. C'est toute la lutte féodale des rois de France ne marche que grâce à ça. Donc, si tu veux, les deux États sont... Le problème, c'est que ce côté-là a fait un système antipopulaire beaucoup moins dur que ce qu'il a été en Grande-Bretagne, mais ça a fragilisé des corps intermédiaires dont l'absence a pu parfois faire perdre du temps au pays. Ça, si tu veux, moi, je Ouais, l'analyse plutôt comme ça. ouais, non, mais de toute façon, c'est une question ouverte et difficile, hein, mais oui, le problème, j'ai tendance à penser qu'en France, en gros, historiquement, on est sur un sentier où ça fonctionne quand on a quelqu'un de très compétent au sommet, qui Oui, ça c'est effectivement vrai. impose à tous les... Bah, le dernier exemple, évidemment, c'était De Gaulle, qui a tendance à remettre tous les corps intermédiaires à leur place, en saluant effectivement. Quoi. Mais le problème, c'est quand c'est pas le cas, quoi. Que, du coup, Bah, le problème, c'est quand on est comme on est là. Ça, ouais, c'est ça qui est compliqué. bah oui, un Et, système très hiérarchique, très parfois de moins en moins démocratique, et qui devient étouffant et peu efficace, quoi. hmm. Voilà. De ce point de vue, c'est vrai que l'histoire du Royaume-Uni, qui est souvent peu connue en France, je trouve a beaucoup à nous apprendre, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est certain. Et puis bon, l'Angleterre a encore deux, trois trucs à nous donner, ça j'en suis à peu près certain. En tout cas, je ne peux que, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire économique et qui veulent comprendre quelque chose qui, nous, au cercle, nous occupe depuis maintenant près de 15 ans, qui est entre autres l'étude de la monnaie, je ne saurais trop recommander une nouvelle fois de lire ton livre, auquel je souhaite le plus grand succès. En tout cas, on y travaillera. Maxime, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, pour tout. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.